ou alors elle se condense dans des objets high-tech. Mais c'est quand même davantage qu'on aspirait. Bon. Et on peut reporter là-dessus un regard attendri, une sorte de vide-grenier ou de brocante à l'intention du futur. Et on peut aussi, pour en rajouter dans la note sinistre, reprendre les mots du président de l'université d'Osaka en 2000, quand on a déterré la première capsule. Il disait, je le cite, « Nous avons fait d'incroyables progrès en 30 ans, nous savons maintenant produire des clones humains, ce qui était impensable à l'époque, mais rien ne nous garantit qu'il y aura encore des humains lorsque viendra le moment d'ouvrir la seconde capsule dans 5000 ans. » Voilà. Alors, évidemment, si on prend les choses par ce bout-là, on ne fait que confirmer l'idée que le rapport au futur, utopique ou alors platement documentaire, qu'on peut avoir dans ces grands moments d'excitation que sont les expositions universelles, confirme l'idée que, en réalité, on n'a jamais affaire qu'à des images. Ce qu'on envoie là-bas, ce sont des images. On n'envoie pas le dispositif qui permet de faire fonctionner le rice cooker. On ne sait pas s'il y aura de l'électricité en l'an 6970. Bon. À côté de tout ça, de toutes ces images qui s'écrasent contre la fenêtre du présent, il y a autre chose, justement. Il y a les rétrofuturs. Ça, c'est la tombe dans laquelle on enferme les capsules. Il y a les rétrofuturs. Et je veux terminer là-dessus, pour articuler une théorie positive, affirmative du rétrofutur, qui ne soit pas simplement un futur rétro, ou en quelque sorte l'envers morose, l'envers trivial et prosaïque de la pulsion futuriste. Pour penser vraiment à un rétrofutur actif dans le présent, je pense qu'il faut simplement doubler l'imaginaire utopique d'un véritable imaginaire uchronique, au sens de l'uchronique, un genre littéraire, mais aussi philosophique, et qui consiste à imaginer des histoires alternatives. Rétrofuturisme, littéralement, ça désigne pas simplement une mode vestimentaire, design, etc. Ça désigne aussi un genre d'écriture qui s'est développé notamment dans la science-fiction, avec des livres comme, il est fondamental ici, Gibson, je l'ai déjà cité, avec Bruce Sterling, ont signé un roman au début des années 90 qui s'appelle « La machine à différence », The Difference Engine. L'idée est très simple, on imagine qu'en pleine Angleterre victorienne, donc avec un siècle d'avance, l'ordinateur est inventé. Pas avec de l'électricité, mais par le truchement de turbines à vapeur et de machines à calculer du type machine de Babbage. Voilà. L'ordinateur est né un siècle plus tôt, donc on imagine ce qui se serait passé si le futur était arrivé plus tôt, d'une certaine façon. Mais on peut aussi faire l'inverse, il y a des variantes, toutes sortes d'autres films et romans, où on imagine ce qui se serait passé si le passé, si le passé s'était distendu et que le futur n'était pas arrivé aussi vite. Voilà. Donc, c'est en développant cette hypothèse, aussi un ordinateur à vapeur, qu'on imagine de belles histoires où, en effet, on continue à utiliser les paquebots, mais des paquebots volants, comme dans les films de Miyazaki, où les super-héros ont une touche art déco assez agréable, comme le Rocketeer ici. Et ce qui m'intéresse, outre l'agrément de ces fables, parce que ce sont des fables du futur, c'est qu'elles donnent concrètement, elles illustrent un mode d'imagination utopique tout à fait particulier qui est fondé sur une sorte d'effet de torsion, une sorte de topologie temporelle très étrange, une torsion du futur vers le passé, ou un circuit du futur vers le passé qui nous renvoie une image du futur imbibée de passé. Donc on pourrait dire, bon, c'est une version rétro, mais non. En réalité, c'est plutôt, je dirais, une façon de futuriser le passé, de lui redonner une actualité et d'emporter avec lui dans ce circuit ces fameux rétrofuturs, ces fameux futurs du passé, et de leur permettre de coexister avec nous. Alors, ça peut être sur le mode d'une sorte d'imagerie graphique, mais aussi narrative. Ça peut être donc sur le mode de la culture, disons, populaire ou la culture de masse. Ça peut être aussi dans des propositions beaucoup plus précises d'ordre architectural, d'ordre politique, pourquoi pas d'ordre artistique au sens large, où on se rapporte au futur dans cette logique qui consiste à, non pas l'envisager comme une page blanche à écrire, où le présent serait investi d'une tâche insurmontable en réalité, mais comme étant simplement une extension, un prolongement virtuel de futur que le passé a été capable de projeter vers nous en réalité, et que nous, comme relais, nous serions capables de reprendre, de réactualiser et de lancer un peu plus loin, comme on prend un javelot pour le lancer un peu plus loin dans le futur. Alors, j'ai été long, je veux conclure.
Kurokawa disait, je vais conclure par une citation et par une sorte de proposition spéculative. Kurokawa, l'architecte et l'auteur de la Nakagin, disait « Le temps ne doit pas être conçu comme une évolution linéaire, mais il doit être appréhendé comme les fragments autonomes, comme des particules flottant dans l'air. Il faut imaginer le temps comme un collier de perles ou comme une structure hélicoïdale d'ADN ou encore comme la forme d'un vase à recréer à partir de tessons. » Voilà de belles images qui doivent nous permettre justement d'imaginer de façon un peu moins naïve, peut-être de façon un peu moins platement visuelle, ce que c'est que, non pas l'avenir, dont par définition on ne sait pas grand-chose, ou alors dont on peut énoncer que des banalités, mais précisément le futur comme force de propulsion. L'idée étant que tous les vrais élans, tous les vrais moments utopiques, disons utopiques plutôt que futuristes, qui est un terme déjà lui-même un peu daté, un peu désuet, les vrais élans utopiques incorporent forcément un élément de rétrofutur au sens où je l'ai dit ici. Et je veux terminer donc par une dernière image qui illustre d'une certaine façon ce que j'ai dit, c'est celle de la salle de bain de la capsule Nakagin. La salle de bain qui, vous le percevez immédiatement, évoque nécessairement l'imaginaire du paquebot, l'imaginaire du grand voyage en bateau, qui est un imaginaire du XIXe siècle. Et c'était absolument conçu, voulu, assumé par Kurokawa. C'est-à-dire que l'imaginaire spatial était déjà doublé, redoublé et dépassé, en fait, par un imaginaire qui venait de plus profond, d'une nappe de passé beaucoup plus profonde, et qui est peut-être plus crédible aujourd'hui. Donc il proposait, sur le mode d'une suggestion quasiment subliminale, quelque chose comme une hybridation de l'imaginaire du vol spatial, qui était déjà en train d'être démantelé, et un imaginaire qu'il faut encore peut-être retravailler, réinventer, mais qui serait celui des grands voyages en paquebot. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que cette proposition utopique? Je ne suggère pas qu'on fasse Paris-Tokyo en bateau, c'est compliqué. C'est possible, c'est compliqué. Mais il y a quelque chose à inventer de cet ordre. Bon, voilà ma modeste proposition au débat. Merci. Merci beaucoup. Donc, rétrofutur, la théorie de rétrofutur, et a trouvé un écho dans l'exposition universelle. C'est ce que j'ai compris. Alors, après la clôture, nous pouvons discuter aussi dans le café. Hein. Donc, vous pouvez garder vos questions peut-être pour plus tard. Excusez-moi de vous presser, mais je laisserai Monsieur Tsubaki pour qu'il puisse s'exprimer. Je cherche les prospectus que je vais apporter. J'ai peut-être besoin des prospectus. Vous savez. 先生、マイク入ってません。Bonsoir à tout le monde. Je serai bref, hein, comme je suis le dernier intervenant. J'essaierai d'être compréhensible. Je suis artiste. J'ai commencé à être actif comme artiste au début des années 80. Et des œuvres qui ont été réalisées dans les années 80 sont très appréciées par des galeristes. C'est très convoité. Et je viens de recevoir des galeristes aussi. Mais en ce qui me concerne, j'ai tout détruit. Comme mes œuvres avaient une dimension assez grande, je suis obligée de les casser pour construire de nouveaux, réaliser de nouveaux. Et depuis les années 90, à commencer par Takashi Murakami, on trouve des marchés à l'étranger, mais leurs œuvres des années 90 sont déjà parties. Elles sont sur le marché étranger.
pas au Japon, parce que les musées japonais n'ont pas leur propre collection. Et l'idée, la notion d'avoir une collection n'est pas dans leur valeur. En Europe, depuis l'époque de Noé, au moment du déluge, Noé a collecté tous les objets, des spécimens qui étaient sur Terre, mais depuis, l'Europe a gardé la tradition. Et à l'époque de Meiji, les œuvres d'art japonaises sont parties pour l'étranger. Au milieu du 19e siècle, et après la Deuxième Guerre mondiale aussi, et au milieu du 19e siècle, les Japonais, les commerçants japonais, ont fait beaucoup d'efforts pour garder certaines œuvres, mais des œuvres contemporaines réalisées par des artistes japonais sont parties. Et je connais un artiste qui réalise des œuvres et 95% de ses œuvres sont parties pour l'étranger. Et c'est un triste constat, mais je reviens au thème de ce soir, à l'utopie. Donc, l'utopie, c'est le plus grand plaisir pour le peuple, et surtout pour ceux qui sont pauvres. Ils ont la liberté d'avoir une utopie, au moins dans leur imagination, comme la vendeuse d'allumettes. Hein, cette tragédie, la petite fille qui est morte comme ça dans la pauvreté, mais elle a réussi à imaginer une utopie dans sa tête. Nous avions, qu'on soit riche ou non, nous avions la liberté d'imaginer une utopie dans notre tête. Mais avec le capitalisme sévissant, d'ailleurs, le capitalisme nous donne des utopies concrètement réalisées, comme c'est le cas de l'exposition universelle. Mais face à une utopie concrète, nous perdons la liberté de créer, d'imaginer une utopie. Et c'est Walt Disney, en fait, le plus grand, celui qui a contribué le maximum pour ce phénomène. Et USG au Japon, il suffit d'aller là-bas pour se retrouver dans une utopie. USG, c'est un parc lié au cinéma hollywoodien. Et là, nous avons perdu la mémoire aussi. Nous avons tout dans notre téléphone portable. Notre mémoire est régie par la technologie maintenant. Du même, USG et le Walt Disney, on domine complètement notre imagination. Nous avons perdu la force d'imaginer une utopie dans notre tête. Donc, les jeunes filles partagent une utopie généralisée. On parle de généralisation de l'utopie par Instagram, application Instagram. Alors, chacun cherche à faire de belles photos avec cette application, même les entreprises, et pas seulement les jeunes filles. Les jeunes filles s'affolent devant n'importe quoi, du moment que ça soit photogénique. Donc, l'utopie est devant nous, bien réalisée dans une forme concrète. Nous n'avons plus de faculté d'imagination. Et moi, je pense que la faculté d'imagination est très importante, comme dirait Tahar Benjaloun. Et c'est quelque chose que personne ne peut toucher, personne ne peut nous enlever, qui soit puissant. Même les autorités ne peuvent pas nous enlever la faculté d'imagination. Mais la technologie a fait, sans cruauté, nous avons abandonné notre imagination au bénéfice par la technologie. Grâce la technologie. Et au Japon, ça se passe à une vitesse vraiment exponentielle, accélérée. C'est notre particularité culturelle, en fait.
les Japonais, en fait, n'ont pas besoin de l'art. De quoi ils ont besoin? C'est la distraction, y compris des visites dans des temples. Ce qu'on appelle des styles geino existent dans la tradition japonaise, donc forme ancestrale d'art, et qui ont suivi une évolution de sophistication. Et les Français, par exemple, les étrangers, à commencer par les Français, sont là pour admirer cette forme d'art ancestral. Donc, on ne crée pas, mais on raffine, disons. Et ce qui est vrai dans le milieu de la cérémonie du thé. On imagine des cadres différents, de petits cadres, vraiment par épuration, disons, on trouve le vrai esthétique. On dit, soutenu par une grande imagination, de minimalisation, dépouillement est essentiel dans l'esthétique japonaise. Et on arrive à créer un univers imaginatif et qui nous permet de méditer, par exemple, qui nous dissocie du réel, disons. Et la conscience, la perception peuvent être dissociées du réel. Et je vais vous montrer des photos Android. Android est statistique. Et le courant est éteint. Mais le cerveau humain utilise plus d'énergie quand on est en méditation. Quand on travaille physiquement, on dépense moins d'énergie. Donc, dans les actions physiques, le cerveau est en pause, tandis que pendant une méditation, le cerveau se réactive très très fort, très fortement. Le cerveau est très actif. Il faut rappeler ça. Et un robot, quand on fait rien, c'est comme si le courant ne passait pas, est éteint. Donc, aujourd'hui, il faut, on cherche à activer l'Android justement quand il est en repos. Je vais vous montrer la photo à la fin. Donc, l'imagination est partie. Et l'imagination est très efficace pour faire face au pouvoir. C'est par l'imagination qu'on appréhende les pouvoirs. Il y a Julian Assange, il paraît que le service d'information, l'intelligence est là pour surveiller tous nos échanges. Même le chancelier Merkel a été surveillé. Mais les Japonais, ils sont fiches, disons, complètement d'être surveillés ou pas. Du moment qu'ils peuvent aller dans des parcs d'attractions, ils sont contents. C'est grâce à Disney. Il suffit d'aller à Disney et prendre du café à Starbucks. On ne pense pas au mur qui est en train de construire en Israël. Donc, je reviens la thématique des années 60. Ça doit retrouver l'actualité. Donc, je voudrais que les gens qui sont là parmi nous aujourd'hui ne vont plus se précipiter sur le Instagram. Et le titre que vous voyez ici, c'est la vallée menaçant, craintif. Quand on voit des tableaux qui ressemblent vraiment à des personnes, à des modèles, ça fait peur. Voilà, vallée effrayante, disons. Quand un portrait ressemble beaucoup au modèle, on peut le trouver répugnant. Je crois que ça fait partie, un point très important dans le développement de l'intelligence artificielle. L'homme, quand on voit quelque chose d'attendrissant, on aime tout de suite. Mais quand on voit
quelque chose d'effrayant. On n'aime pas, on repousse. On aime bien les choses attendrissantes, sympathiques. On personnifie des objets et la personnification est une particularité humaine, mais ça peut provoquer une réaction aussi qui repousse certains objets. Et je peux très bien envoyer mon androïde, un robot pour me remplacer. Le temps va venir à bientôt. Donc, nous devons réfléchir à cela. C'est une exposition qui a lieu à Aomori, donc c'est très loin, mais c'est une exposition que j'ai dirigée, créée. Je vous invite à visiter cette exposition. Donc, j'ai réuni les artistes pour cette exposition. Donc, je vais être coopératif pour l'organisateur de cette soirée. Donc je vais vite. Donc il y a eu des mouvements de gauche. Et dans les années 70, au Japon, beaucoup d'intervenants en ont parlé. Mais je fais partie de cette génération un peu plus jeune. Mais nous regardions ces mouvements de gauche et nous avons pensé à l'inertie. Bon, on parle de la révolution, de la résistance, on le regardait. C'est trop tard. Comme j'ai été imbibée des idées de Mao, j'ai regardé le monde ironiquement et je pensais que notre planète était vouée à la destruction. Mais l'impact de la guerre du Vietnam a été très importante pour notre génération. L'intervention américaine, l'intervention militaire dans la baie de Tonkin, etc. Il y a eu au Japon en 1972 l'affaire de Asama Samson avec l'armée rouge japonaise et on a vu les étudiants universitaires dans le mouvement estudiantin s'entretuer. Et donc j'ai été très heureux d'avoir sorti de ce groupe. Mais il y avait mes camarades de classe qui ont continué dans le mouvement et qui s'entretuent en fait. Donc il y a eu l'exposition et le retrait des armées américaines. Pour le Japon, le mélange de la guerre du Vietnam et l'exposition universelle a un effet de poison pour notre société. Comme vous savez, le Japon n'a pas su réparer les dégâts qu'il a causés aux voisins asiatiques. Donc le Japon a suivi les États-Unis. Et le Japon a été drogué par l'exposition universelle. Et nous sommes devenus des esclaves de la technologie capitaliste. Nous devenons des intérimaires et nous gagnons très peu, mais nous ne considérons pas nous-mêmes comme pauvres. Et les États-Unis, bien sûr, ils n'ont pas eu l'intention de mettre le Japon dans cet état. Mais c'est le Japon de lui-même. Il a renoncé à la force d'imagination pour se diriger aveuglément vers l'utopie. C'est très japonais, mais tout le monde fait la même chose. Quand on met les chaussures Crocs, tout le monde s'y range. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être seul. On a peur d'être ce clou qui dépasse. Il faut faire comme tout le monde. Ça a été toujours comme ça pendant la période Edo. Donc on suit en présentation
mais dans notre esprit, on était récalcitrants. C'était la tradition, mais cette tradition a disparu. Dans notre temps, on aime bien les divertissements. On aime le capitalisme, même si le pays est endetté, lourdement, on s'en fout. Heidegger a parlé de cette subordination à la technologie. C'est la technologie qui nous utilise comme ses esclaves. Il y a eu Reagan et Thatcher. Et en 1999, les États-Unis ont mis en place une loi pour permettre les banques à faire des opérations financières qui ont conduit à Black Monday. Est-ce que la philosophie est capable de sauver cette planète? Est-ce que notre planète est sauvable par la technologie? Qu'est-ce qui est la technologie? Est-ce qu'elle n'est que la nostalgie? Est-ce que les arts libéraux peuvent se ressusciter? Quand l'empereur Showa est mort, on a parlé d'autorestriction. Automatiquement, sans qu'on ait reçu l'ordre, on s'était tu pour porter le deuil de l'empereur. Donc c'était comme si tout le monde était infecté du même virus. Ça, c'est le mystère japonais. C'était en 1988, à partir de décembre jusqu'au mois de... pendant un an, il y a eu des autorestrictions. Ça, c'est une œuvre de Hasegawa Ai. Donc ce sont deux couples de lesbiennes qui vivent en France. Et toutes les informations génétiques sont collectées pour obtenir en synthétisant ces informations pour avoir les enfants qui peuvent naître de ces couples. Les enfants ne sont pas encore, existent pas, et les deux grandes sont réellement vivants. Mais on peut déjà combiner les deux gènes des deux femmes pour faire un enfant. Il suffit de mettre en place une loi qui autorise l'emploi ou la manipulation des gènes. Voilà, ce sont des deux enfants. Donc, l'un de ces enfants aime l'odeur de menthe. Donc, c'est une donnée on attribue à un de ces enfants pour manipuler les gènes pour obtenir le résultat voulu. Donc, qu'est-ce qui empêche ces manipulations pour créer des hommes, comme vous voulez? Et donc, il y a beaucoup d'opinions très partagées. Quand on regarde le Twitter, il y a des opinions pour et des opinions contre ces vies synthétiques. Et ça, c'est BCL, une œuvre de Fukuhara. Il y a une liste noire des ODN. Donc, c'est une imprimante de blacklist. Le média, c'est que signifie? Ça veut dire savoir lire et écrire. Donc, la machine peut maintenant lire toutes les informations génétiques. Et il y a des imprimantes qui sont possédées par les grandes entreprises. Donc, il est possible de lire les informations génétiques et faire des copies. Par exemple, si une entreprise qui détient des informations d'un virus virulent comme Ebola, si ces informations sont téléchargées sur le web
Et une lycéenne, si par do-it-yourself peut faire une imprimante, elle peut créer ce virus. Donc c'est ce qui nous attend. Alors comment un artiste peut contribuer à prévenir cela? Alors ça c'est la proposition, c'est une imprimante normale, où on imprime sur papier, il y a des informations chimiques, génétiques, donc le papier ne porte que les informations sur papier, le papier mesure 5 km, donc ces caractères, ces signes qu'on voit en noir n'ont aucun sens, mais il suffit de couper un morceau de ce papier et analyser tout ce qui est imprimé sur le papier. Et à travers la lecture, on peut manipuler les gènes. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Omori, donc c'est un pays peut-être lointain, mais vous pouvez manger de très bons crabes et vous pouvez vous amuser pour faire l'expérience de ce qui nous attend dans une dizaine d'années. Merci, Monsieur Tsubake. On ne dirait pas un artiste, on dirait plutôt un comédien. J'aimerais lui donner la parole toute la nuit. Et Monsieur l'ambassadeur doit partir, je crois, pour Tokyo. Donc, je lui laisserai peut-être la parole. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je crois que je préférerais que la parole soit laissée à la salle et qu'il y ait un échange parce que ce débat a été extrêmement riche. Finalement, dans tout ce débat, il y a des motifs de désespoir, mais aussi des motifs d'espoir. Donc il faut essayer, à mon avis, de susciter le débat avec la salle. Je vous remercie vraiment, c'était extrêmement passionnant de vous écouter et je pense que la mieux, c'est de permettre cet échange. Voilà. Et vous me permettrez de quitter Kyoto maintenant. Je suis obligé de regagner Tokyo pour accueillir les membres du gouvernement français qui arrivent demain matin et je regrette beaucoup de ne pas être parmi vous pour le débat. Voilà, l'ambassadeur a ses obligations. Alors ici, la salle est disponible jusqu'à 9h du soir. Après, donc, nous allons passer dans le café. Vous avez le droit, je crois, à une boisson. Hein? Chacun a le droit à une boisson. Il y a des bilingues, vous pouvez les rattraper, des intervenants, nos intervenants bilingues, pour leur poser directement des questions. Alors, donc, j'aurais voulu passer le micro dans le public pour qu'il y ait des échanges directs, mais le temps ne permet plus de faire cela. Les discussions donc sont parties dans tous les sens. Hein. On ne sait pas si il faut être désespéré ou il faut garder un espoir, mais ça faisait très longtemps que je n'ai pas eu cette occasion de remue-ménage. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas rester dans une petite utopie. Et ce genre d'activité stimulante est très utile, en tout cas pour moi. Et j'espère que cela l'a été pour vous. Donc, je termine notre discussion. Donc, je remercie nos intervenants. Merci beaucoup. Je vous ai laissé des prospectus, 2 prospectus. Voilà. Merci beaucoup. 言ってることわかんない。でも言ってる。